et bon réveil à tous. Ravi de vous retrouver en direct des studios de Canal Algérie. Et puis, mesdames et messieurs, dans un petit moment, nous aurons le plaisir de retrouver Najma Haresh en direct d'Oran pour un point d'actualité. Mais avant, voyons un petit peu le programme de ce matin et son contenu. Tout d'abord, nous allons parler de Miss Algérie. Elle a fait la une de la presse nationale cette semaine. Et puis, nous aurons l'occasion de découvrir un petit peu son profil sur le plateau de Canal Algérie. Elle nous fait justement l'honneur de partager un petit moment avec nous, ainsi que l'organisateur de cet événement très apprécié et qui a fait l'engouement cette semaine. Et puis, autre événement sur lequel on fera un retour, un marathon en faveur de la lutte contre les hépatites. À cet effet, nous aurons le plaisir de recevoir une représentante de l'association SOS Hépatite, ainsi que une représentante d'un laboratoire qui fait beaucoup dans justement le traitement des hépatites, puisqu'ils ont, ils ont quand même le mérite d'avoir mis au point plusieurs molécules justement à même de guérir et de soigner ces maladies. Et puis ce matin, nous aurons aussi l'occasion de faire un gros plan sur un autre talent. Donc de Miss Algérie, nous allons aussi parler d'une jeune fille, une jeune artiste en herbe découverte et pêchée par notre équipe de la rédaction lors du dernier festival de la création féminine. Voilà un petit peu l'essentiel des thématiques. Ce ne sont pas les seules, puisque nous parlerons également de l'enseignement à travers le regard d'un pédagogue, justement, qui va nous présenter des ouvrages ô combien précieux en faveur de l'éducation. Mais avant, voilà, c'est notre Miss à nous. C'est notre... voilà, elle se prépare à me rejoindre. Il s'agit d'Amel Laribi qui arrive pour un point météo, mesdames, messieurs. Donc tout de suite, Amel Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien. Bien. Un peu frais. Il fait frais, bah oui. On est toutes les deux en col roulé. Oh oui, je peux plus voir. Moi, j'en peux plus. Il a neigé sur les hauteurs de Jréa, sur le Durdura. C'est pas mal. C'est ce qu'on attendait. Hein. Bah, ça fait plusieurs semaines que vous suppliez. Oui, justement. Ah ben là, on y est. Tant mieux, hein. Tant mieux pour Votre nous. vœu, premier vœu de 2019 vient d'être exaucé. Voilà, donc exactement. super. Non, non, très voilà. bien. Alors, qu'en est-il de cette journée? Eh bien, il y aura du soleil. Il y aura du soleil. Eh ben oui. Ah ben ça y est, déjà. Eh ben oui. Fini En attendant le week-end, Inch'Allah. Il y aura une petite, oui. Ah ben, une petite surprise. Ah ben, je vous laisse un petit peu nous donner la surprise ou les surprises de cette matinée, donc ou cette journée. Donc, allez-y, Amel. Merci, Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura du soleil sur pratiquement l'ensemble des régions de l'ouest, le centre. Par contre, des passages nuageux sur les régions de l'est. Ces nuages seront parfois assez denses, qui vont donner quelques pluies éparses durant la soirée. À noter du verglas sur les régions intérieures et les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est du pays. Donc soyez très prudents si vous êtes en voiture. La moitié sud, rien à cirer, du soleil partout, avec toutefois quelques soulèvements de sable vers l'extrême sud. Les températures, l'après-midi, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison. Et Météo Algérie a prévu 17 degrés sur Alger, un minimum vers les régions intérieures avoisinant les 11 degrés vers Batna, Sétif, également Djelfa, 12 degrés à Al-Bayad, 13 à Mascara, 19 Oran et Tlemcen, 16 degrés à Annaba, au sud 18 degrés Béchar, 20 degrés à Gardaya et Biskra, 15 le minimum à Elizi, 19 Tindouf, également à Tamanrasset, Janet et enfin 26 degrés le maximum à Borj Bedjimkhtar et In Gzem. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers le Moyen-Orient où le ciel se montrera passagèrement nuageux sur une grande partie du Moyen-Orient, excepté des nuages pluvieux, plus exactement à Damas. Côté température, eh bien, on relèvera 11 degrés à Damas, 10 à Amman, 18 au Caire, 16 à Bagdad, 21 à Koweït, 27 Riyad, Jeddah, Abu Dhabi, 26 degrés à Masqat et enfin 32 degrés le maximum à Khartoum. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis.
Merci beaucoup Amel, passez une excellente journée et puis sans plus tarder pour cette journée du 14 janvier, voyons un petit peu l'actualité de cette journée avec Nejma Haresh que nous retrouvons tout de suite en direct d'Oran. Nejma, bonjour. Radia, bonjour, bonjour à tous. Donc, on se trouve dans la wilaya d'Oran, comme hier. L'invité de la matinale est exceptionnellement cette semaine à Oran. On s'intéresse cette matinée au secteur de l'industrie et des mines. Et pour en parler, présent avec nous, Monsieur Khaldoun Abderrahim. Donc, vous êtes directeur de l'industrie et des mines dans la wilaya d'Oran. On parlera comment faire pour booster le climat des affaires, l'investissement, le développement économique dans cette wilaya. Donc, dans le cadre du programme national portant création de nouvelles zones industrielles dans la wilaya d'Oran, a lancé plusieurs projets d'aménagement et de réalisation de zones d'activité à travers différentes communes de la wilaya. Malgré cela, la demande sur le foncier industriel reste toujours en hausse, Monsieur Khaldoun. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, je tiens à vous remercier pour l'invitation à cette matinale et pour aborder une thématique d'actualité, une thématique assez importante liée bien sûr à tout ce qui a trait à l'investissement, qui est pour l'heure la préoccupation des pouvoirs publics. La préoccupation des pouvoirs publics en matière de création d'emplois, parce que l'enjeu il est à ce niveau-là. Bien sûr, l'enjeu il est lié à offrir aussi à tous les promoteurs et investisseurs tous les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer et développer leurs idées, bien sûr, et leurs investissements. Et dans ce sens, la mise en place, bien sûr, du foncier, c'est un élément d'un tout, bien sûr, au même titre que le financement, au même titre que l'accompagnement, etc. Et Oran, bien sûr, s'inscrit pleinement, les autorités locales s'inscrit pleinement dans la nouvelle démarche, je dirais, fixée au niveau national, celle de la diversification de l'économie, indiscutablement. Ensuite, l'optimisation de notre potentiel énergétique et gazier. Et surtout, se substituer, bien sûr, à l'importation. Alors, Oran, en plus de ce qu'elle a, parce qu'elle a un potentiel qui est existant, elle a des zones industrielles. Oran, c'est une wilaya, bien sûr, à vocation commerciale et industrielle. Bien sûr, et substantiellement aussi agricole, il ne faut pas l'oublier, avec deux périmètres assez importants, de Melata et de Bousper. Donc, Oran hérite dans le fonctionnement de son espace d'un passé quand même assez intéressant et assez prestigieux. Alors, nous avons des zones industrielles existantes, à l'instar de celles de Hassi Amer et de Senia, qui regroupent l'essentiel de l'outil de production nationale, avec plus de 300 entreprises productives, essentiellement dans le secteur de l'agroalimentaire et de la plasturgie et des isthmes. Donc nous avons aussi, pour rappeler aussi que ces zones font l'objet actuellement d'une dotation budgétaire pour la prise en charge sur le plan de la viabilité. C'est des anciennes zones créées depuis les années 76. Hassi Amer, elle a bénéficié d'une enveloppe de 630 millions de dinars. Donc, dont les travaux sont en cours. Réhabilitation, effectivement, c'est très important. La viabilité, c'est très important. Je dirais, il faut rattraper un petit peu le déficit en matière de viabilisation. Nous avons aussi hérité de zones d'activité, plus de 19 zones d'activité qui offrent plus de 630 hectares en matière de foncier. C'est des zones d'activité qui regroupent aussi un certain nombre de promoteurs assez importants. Et nous avons aussi une autre zone qui est en émergence, qui est la zone industrielle de Batewa, sur plus de 596 hectares, qui est un pôle beaucoup plus dédié à la sidérurgie et tout ce qui a trait à la production, à la métallurgie et la sidérurgie. Donc, Monsieur Khaldoun, il y a une spécialisation d'activité par rapport aux zones industrielles. Effectivement, il y a une polarité qui se dessine dans ce territoire en émergence qui commence à avoir bien sûr les attributs de métropole. N'oublions pas que tout cela est, je dirais, la résultante d'une politique depuis pratiquement 1999, où il y a eu la mise en place d'une plateforme et d'une base infrastructurelle assez importante. Nous avons une base infrastructurelle qui a permis justement l'émergence
de ces toutes ces activités zones, productives. d'activité. Nous avons la plateforme aéroportuaire qui est en extension, nous avons le port qui est en L'enceinte extension, portuaire. nous avons ce réseau routier, plus de 1500 km avec je dirais la route du port, etc. Nous avons des plateformes logistiques qui se développent au niveau de Tafraoui. Donc tout cela plaide pour favoriser- l'intermodalité. Oui, Nous, voilà. nous plaidons actuellement pour l'intermodalité, pour développer, c'est-à-dire une certaine fluidité, en plus de l'interland qui auront naturellement, elles drainent pratiquement toute la région au niveau national. C'est une ville très importante, une ville très importante. Bah, c'est la mais elles deuxième drainent wilaya du pratiquement pays. toute la région ouest, comme tout en à étant fait. le catalyseur en matière de développement. Elle a un interland aussi qui est proche, Mostaganem, Temochent, Mascara, Bachar, etc., jusqu'au sud. Donc, toute cette interland est drainée par, je dirais, la métropole oranaise, Tout à qui fait. commence à avoir les attributs, les vrais attributs pour l'émergence réellement d'une véritable métropole. Et bien sûr, l'industrie, elle est le fer de lance, ou la PME, elle est le fer de lance dans cette dynamique. Le point focal Alors en de matière, l'économie. vous avez souligné à juste titre une forte pression, comme toutes les grandes villes d'Algérie. Il y a une forte pression sur le foncier. Parfois, j'irai encore plus en disant qu'il y a une sorte un petit peu de confusion entre foncier et investissement. Ce qui intéresse les pouvoirs publics, et à leur tête le premier responsable de cette wilaya, c'est beaucoup plus l'investissement. La finalité, bien sûr, c'est l'investissement. Et Dieu sait que nous avons, bien sûr, enregistré, surtout ces dernières décennies, je dirais, des projets très structurants. Je fais Justement, allusion. vous faites bien de parler de ça par rapport à l'investissement. Est-ce que les jeunes porteurs de projets bénéficiant de différents dispositifs de l'État peuvent prétendre à une assiette industrielle dans la wilaya d'Oran? Parce que souvent, on dit que les grands opérateurs économiques sont quelque part favorisés. Est-ce que c'est vrai, M. Khaldoun? Il ne faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. Le moteur de l'économie, c'est bel et bien ces donneurs d'ordre. Nous avons ces grandes industries. Par exemple, nous sommes leaders premiers en matière de production de plâtre et dérivés, avec le grand complexe de Mafreha, D'accord. Knof. Nous sommes actuellement, nous participons à la couverture des besoins au niveau national en matière de sidérurgie à travers le pôle de Tossiali à plus de 3,5 millions de tonnes. Nous sommes actuellement dans la mise en place d'un écosystème lié à l'automobile avec la mise en place de Renault et Peugeot. Oui. Qui vont démarrer. Oui. Nous sommes une wilaya aussi qui a un potentiel d'agroalimentaire assez important. Plus de 3000 entreprises qui opèrent dans ce créneau. Il y a aussi la production de gaz. Et il y a le pôle pétrochimique d'Argeux, oui, avec tous les dérivés, avec tous les attributs qu'on peut avoir en aval. Donc il ne faut pas se leurrer. Il y a les industries de base importantes qui sont là et qui constituent, je dirais, le développeur, le donneur d'ordre à l'ensemble des PME-PMI. C'est vrai que nous sommes un pays qui doit développer la PME-PMI, c'est elle qui va créer de l'emploi, mais ils ont besoin aussi de s'arrimer et de s'accrocher, bien sûr, à de grands groupes. Maintenant, votre question elle est pertinente, à plus d'un titre. Nous avons une jeunesse, au même titre au niveau national, nous avons une jeunesse quand même qui est là, qui est sortante de l'université, qui est sortante des centres de formation, pour laquelle il faut offrir les conditions, je dirais, d'emploi à tous les niveaux. Donc il y a l'aspect formation qui est très important. Et à Oran, on a enregistré la création de pas mal de centres d'excellence. Nous avons le centre d'excellence d'automobile, nous avons le centre d'excellence, le deuxième centre d'excellence au niveau d'Argeux. Donc il y a ces centres d'excellence qui forment de la main-d'œuvre, c'est très important. Et nous avons aussi des jeunes qui ont cette possibilité de développer des projets, que ce soit ils sont issus de ces dispositifs que l'État a mis en place depuis plus de 20 ans ou 30 ans, à savoir l'ANSEJ, CNAC et l'ANGEL. Et nous avons aussi tous ces jeunes qui veulent développer des start-up. Et Oran a mis en place les structures qui vont dans ce sens. Nous avons mis en place la première structure, la maison d'entrepreneuriat, qui se trouve au niveau de Freh, qui a hébergé plus d'une quarantaine de projets innovants dans des secteurs innovants. Et nous avons aussi, avec l'impulsion bien sûr de M. Louali d'Oran, nous avons réservé une part très importante
pour les jeunes qui ont réussi leur projet avec les aides qu'ils ont bénéficié de l'État et qui veulent développer ou faire l'extension de leur activité. Nous leur avons réservé des espaces dédiés au niveau de la zone d'activité de Tafraoui. Tafraoui, nous avons fait un zoning, et ce zoning, il y a une part assez importante qui est réservée exclusivement à ces jeunes. Ils ont bénéficié. Pourquoi, par Même exemple, les femmes, monsieur... je dirais encore plus que ça. Oui. Même les femmes entrepreneurs, plus de 30 femmes au niveau d'Oran, qui ont bénéficié de projets pour développer leur investissement. Très bien. Et justement, pourquoi ne pas les orienter, par exemple, vers d'autres wilayas, à titre d'exemple, des wilayas frontalières, Tlemcen, par exemple, puisque ça s'inscrit dans une stratégie nationale de développement de zones frontalières. Si, par exemple, Oran n'est pas capable d'absorber toutes les demandes, pourquoi ne pas orienter ces jeunes vers d'autres wilayas, histoire d'équilibrer, M. Khaldoun? Moi, je reçois pratiquement chaque mardi, chaque dimanche, tous les investisseurs, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, etc. Et je les oriente en fonction de cette vision d'aménagement territoire. Nous savons pertinemment qu'il y a un schéma national d'aménagement territoire qui a défini un certain nombre de priorités, qui a pratiquement, même les mesures, les 500 mesures incitatives que l'État a mis en place en matière d'investissement, incitent les jeunes à aller investir au niveau des hauts plateaux et au niveau du Sud. Je tiens à rappeler qu'au niveau des hauts plateaux, vous avez par exemple les terrains nous avons des zones d'activité qui sont viabilisées et qui sont au dinar symbolique. Donc les zones frontalières, bien sûr, c'est une profondeur stratégique pour l'Algérie. Donc nous cessons de le rappeler qu'il ne faut pas... Mais vrai. Concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se réalise sur le terrain? Oui, concrètement. Bon, c'est vrai que tout le monde veut s'installer à Oran. Il y a une forte pression au niveau d'Oran. C'est pour des raisons d'attractivité, les critères d'attractivité. Si je prends les indicateurs, si je fais par exemple une lecture des indicateurs au niveau d'Oran, nous sommes à un taux de chômage quand même qui est assez intéressant, de 9%. Nous avons des taux de couverture en matière de sanitaire, en matière d'électrification qui est assez intéressant. Donc, légitimement, tout le monde veut s'installer à Oran pour bénéficier de ces commodités. Mais on oublie que l'Interland aussi, parce que la politique de l'État s'inscrit dans une logique d'équité et de justice sociale, on oublie si on ne les oriente pas, et il y a des jeunes, effectivement, qui en leur expliquant les choses, vont prospecter au niveau de ces régions. Au niveau, moi je suis en relation directe avec mes collègues de l'Bayad, de Naama et d'autres régions, à qui j'envoie des investisseurs pour leur dire, voilà, il y a certains qui sont partis et qui commencent à développer leurs projets. Très bien. Alors, M. Khaldoun, vous avez dit tout à l'heure, à l'instant, qu'il y avait un ordre de priorité par rapport à certaines activités, par rapport à certains opérateurs économiques. Pourtant, ces investisseurs, ces grands opérateurs économiques se plaignent surtout des délais de traitement de leurs dossiers pour ceux qui veulent faire, par exemple, extension de leurs activités. Ici, à Oran, il y a des dossiers qui traînent, paraît-il, chez vous depuis le mois d'août et qui n'ont pas eu de réponse, qui n'ont pas eu de réponse. Tout à fait. Pourquoi? Premièrement, je tiens à rappeler, à donner des chiffres, parce que c'est à travers des chiffres qu'on peut faire une lecture objective des choses. Oran, si on la compare à tous les grands centres au niveau national, a agréé depuis pratiquement 2011 plus de 9000 projets déposés au niveau depuis la promulgation pratiquement en 2011 des nouvelles investissements, depuis la mise en place de l'article 48 de la loi de finances et l'instruction 01, nous instruisons pratiquement l'ensemble des dossiers et pour lesquels il y a eu 900 accords, plus de 400 arrêtés délivrés, plus de 900 projets qui vont générer l'équivalent de plus de 70 000 emplois à moyen et long terme. Direct. C'est 600 milliards de dinars. C'est la mise en place d'un foncier de plus de 1200 hectares octroyés au niveau de la wilaya d'Oran. Pour vous dire l'effort des pouvoirs publics à traiter avec célérité les dossiers. Et bien sûr, il y a eu toute la mise en place. Nous nous réunissons pratiquement chaque semaine sous l'égide de la direction de M. Louis. Chaque semaine, chaque dimanche, on se réunit pour traiter les dossiers liés à l'investissement.
Maintenant, face à la pression qu'ils exercent sur ce, bien sûr, au même titre que les grands centres urbains, nous avons effectivement plus de 400-500 dossiers qui sont en instance, pour des raisons qui s'expliquent essentiellement de viabilité des zones. Nous tempérons un petit peu l'ardeur des investisseurs en disant que nous avons créé 13 zones d'activité. 13 zones d'activité sont créées d'un équivalent de plus de 600 hectares avec la proposition d'une zone industrielle, d'une nouvelle zone industrielle au niveau de Tafraoui, de plus de 500 hectares, qui va pratiquement résorber l'ensemble de ces dossiers. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de donner un terrain dans des endroits qui n'ont pas le minimum de commodité, à savoir l'électrification, l'eau, etc. Moi, je suis très sensible à cette question de viabilité. La seule zone, actuellement, on a reçu un budget pour Tafraoui, et c'est une très bonne chose, de 600 millions de dinars. Nous avons aussi reçu 5 milliards de dinars pour la zone industrielle de Battaïwa, qui va absorber aussi. Et les autres zones, nous attendons qu'il y ait bien sûr des inscriptions budgétaires pour leur prise en charge. Ou éventuellement, parce que la loi de finances de 2017, l'article, si je me rappelle bien, 80, dit qu'il est possible, et je pense que le décret va sortir, qu'il est possible pour les opérateurs de créer aussi, de viabiliser des zones, que ce soit sur des terrains privés de l'État ou que ce soit sur leur terrain. On attend bien sûr la sortie de ces décrets pour que les opérateurs eux-mêmes aussi s'impliquent dans cette dynamique de prise en charge des espaces. Et nous l'avons constaté au niveau de la zone industrielle de Senia. Il y a une dynamique de la part des opérateurs pour s'impliquer dans la prise en charge des actions prioritaires. Donc je dirais, il faut absolument que c'est une doléance que je comprends parfaitement. On essaye, avec la mise en place du guichet unique, que ce soit au niveau de l'ONDI, que ce soit au niveau de la direction de l'urbanisme, que ce soit au niveau des réunions, je dirais régulières, chaque dimanche qu'on fait pour traiter les permis de construire, pour traiter... Et bien évidemment, dernièrement, nous avons aussi, pour vous dire, sur les 900 projets, que nous avons créés, sur les 400 actes délivrés, nous avons fait aussi le bilan. Nous sommes en train de faire le bilan, et ça a été demandé par le premier responsable de la wilaya, pour bien sûr accompagner les investisseurs et assainir la situation. Donc on voit bien que la contrainte de réalisation de l'investissement n'est pas uniquement foncière. Le foncier, il est attribué et il existe. Que ce soit le foncier. Et nous avons inversé la tendance, parce que si on lit la structure de l'investissement actuellement, si on fait une lecture assidue, on constate que l'industrie prend la part du lion, avec plus de 44%. Ensuite vient le tourisme, ensuite viennent les services à l'intérieur du tissu urbain, avec toute cette dynamique qui entoure bien sûr la problématique du tourisme, la résorption des déficits en matière de lits, etc. Donc il y a eu beaucoup de terrains qui ont été attribués pour la prise en charge justement de cette dimension des services. Monsieur Khaldoun, par rapport à la récupération des assiettes destinées à l'investissement, détournées par leurs bénéficiaires de leur vocation initiale. Est-ce que vous avez récupéré des assiettes foncières conformément à l'article 104 de la loi de finances 2018 ? Ce que j'appellerais peut-être, oui ou non, de faux investisseurs. C'est-à-dire qui ont des assiettes, mais qui n'ont pas investi après un délai de 3 ans. Est-ce qu'il y a eu récupération d'assiettes foncières ou pas ? Oui, on a déjà entamé cette opération. Je l'ai dit dès le départ, la problématique de l'investissement, elle est liée au foncier. C'est une problématique très complexe. Très complexe parce que il faut dire qu'il y a une sorte de confusion. Une confusion, il y a certains qui voient le foncier et il y a les pouvoirs publics qui voient l'investissement, qui est la priorité et l'importance. Donc parfois, pas pour l'ensemble des opérateurs. Mais on ne peut pas investir sans foncier, monsieur Khaldoun. Non, quelqu'un qui voit le foncier comme étant la finalité de sa démarche. Tout à fait. Pour nous, c'est l'investissement qui est le foncier n'est qu'un élément, n'est qu'un moyen pour arriver à un objectif beaucoup plus stratégique pour l'État algérien, qui est celui de l'émergence de projets d'investissement à forte valeur ajoutée, productive. C'est ça l'enjeu majeur. Donc,
Au niveau national, ça c'est une démarche au niveau national qui est engagée. Nous l'avons engagée au niveau de la wilaya sous l'impulsion de M. Louali. Donc nous avons engagé une démarche, bien sûr, d'accompagnement. Moi je suis contre un petit peu la démarche coercitive, mais il va falloir qu'on recense. Donc il y a une commission qui a fait un travail. Nous sommes à plus une centaine, plus d'une centaine de projets que nous avons visités. Et il y a un constat qui est fait et déjà il y a une réaction des opérateurs qui commencent à se poser des questions. J'ai reçu, pour vous dire, une lettre d'un opérateur qui a bénéficié d'un espace de plus de 30 000 mètres carrés pour faire un grand projet. Il ne savait pas qu'il devait payer une redevance parce que l'État a instauré une redevance locative avec un abattement de 90% les 3 premières années, ensuite 50%, jusqu'à la 7e année, il va payer. Il ne savait même pas qu'il devait aller vers les domaines, se rapprocher des domaines pour faire le paiement, pour vous dire. C'est-à-dire, il a le foncier, mais bon, il y a aussi des procédures que le promoteur doit faire. Donc, il y a des justificatifs objectifs, pour des raisons, bien sûr, de ça veut dire qu'il y a du cas par cas. Il y a du cas par cas. D'accord. Il y a du cas par cas. Et pour les opérateurs qui ont des actes de propriété et qui sont en train de revendre à des prix exorbitants leur terrain. Là c'est un héritage de plus de 20 ans. Effectivement, parce qu'avant, pourquoi l'État a instauré finalement la concession? Quelle est la finalité à travers la concession? C'est ce que une partie de cette rente liée au foncier revient bien sûr aux caisses de l'État. Il ne faut pas que ce soit uniquement une sorte de spéculation. Il faut qu'elle revienne à l'État. On était dans la formule concession-cession avant. On est passé à la formule de la concession. Maintenant, l'État, avec la promulgation du nouveau décret qui est sorti dernièrement, moi je pense que la boucle est faite. Ceux qui ont bénéficié, nous le constatons, nous avons recensé, je vous donne un chiffre bien précis, au niveau de Hassi Amr et Selia, nous avons recensé 14 superficies, 14 terrains qui sont à l'état nu jusqu'à maintenant et depuis. Ils ont maintenant, avec la mise en place, je dirais, de cette taxe de 5%, sur la valeur vénale du terrain, je pense que c'est une mesure qui est juste et qui va obliger bien sûr les opérateurs à réagir. Soit il doit payer une taxe et ça va le pénaliser, soit il doit relancer son projet pour l'intérêt de l'économie nationale. Je pense que les deux démarches sont complémentaires. La démarche initiée localement concernant la concession, et nous sommes maintenant à un niveau quand même, nous avançons très bien, et il y a ce nouveau décret dont l'industrie, bien sûr, est complètement impliquée avec les domaines, avec la conservation. Inch'Allah, tout ça pas dans le sens de booster, bien sûr, tous ces investissements. Et diversifier l'économie nationale. Une dernière question, M. Khaldoun, parce qu'on est pris par le temps. Vous avez parlé tout à l'heure d'un constructeur automobile qui compte s'installer après Renault. Donc, c'est autour de Peugeot qui compte s'installer à Oran. On en est où par rapport à ce projet? Bon, pour nous, bien sûr, l'installation de Renault était un moment très important pour l'économie nationale et pour la wilaya d'Oran. Parce que c'est une multinationale, bien sûr, et c'est un constructeur qui a permis, bien sûr, nous sommes à plus de 3000 emplois directs, et des emplois indirects, et nous sommes en train, c'est-à-dire il y a la mise en place d'un écosystème. J'ai parlé des centres d'excellence à Ouatlilet et d'autres, et bien sûr la main-d'œuvre algérienne qui est pratiquement maintenant à plus de 95%. Et qui provient des universités n'oublions pas qu'Oran, c'est un vivier universitaire par excellence. Plus de 100 laboratoires, plus de 200 chercheurs, et nous avons aussi une main-d'œuvre très qualifiée et qui a requis bien sûr l'assentiment de pratiquement ce constructeur. C'est des éléments algériens qui font un excellent travail. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est beaucoup plus la sous-traitance, qui est un axe prioritaire de la politique nationale. Tout à fait. Il y a des exonérations, actuellement la sous-traitance c'est 10%. Nos voisins font 28% et 29%. Donc il va falloir, et nous avons recensé dernièrement le Conseil national de l'investissement, et ça c'est une très très bonne nouvelle, grâce au travail assidu bien sûr au niveau local et au niveau central du ministère. Donc il y a 5 opérateurs
qui ont été agréés par le CNI. Un grand projet dans la production du carton ondulé et des sous-traitants automobiles dans Silex et Joctal. Donc, la sous-traitance pour nous représente un axe prioritaire. Et il y a, je dirais, l'émergence d'un certain nombre de sous-traitants, que ce soit dans la production de batteries, que ce soit dans la production de flexibles ou autres. Et d'ailleurs, même au niveau de la zone industrielle de Tafraoui, on a réservé un espace qui sera dédié essentiellement à la sous-traitance. Donc nous avons ce constructeur qui a fêté bien sûr la production de 100 000 véhicules et qui produit actuellement et qui doit passer vers la phase 2, qui est la phase de l'emboutissage, qui est une phase pour nous, qui est la phase stratégique. Le deuxième constructeur est de taille, c'est celui de Peugeot, pour lequel pratiquement toutes les facilitations sont accordées et il a bénéficié bien sûr d'un terrain de 120 hectares déclassé. Donc c'est un projet d'intérêt national, et qui actuellement commence à produire au niveau d'Herbel dans le cadre de la formule de SCKD, l'assemblage et le montage, pour lequel aussi l'État accorde des facilitations, des exonérations fiscales, parafiscales sur 10 ans. Donc, ce constructeur que nous accompagnons dans le cadre du comité de pilotage présidé par M. Loueli et un autre comité de pilotage au niveau d'Alger, nous avons pratiquement régler tous les problèmes aussi bien de l'acte de concession, de l'arrêté de concession, l'ouverture de l'axe, la voie qui doit mener vers l'ensemble de la zone industrielle, parce que n'oublions pas que Peugeot est accolé à une zone industrielle, donc pour nous c'est tout un ensemble. Et ce qui reste bien sûr à prendre en charge, c'est les viabilités externes qui seront prises en charge bien sûr par l'État dans le cadre du comité de pilotage et qui doit lancer incessamment bien sûr sur 40 hectares son usine d'assemblage. Merci beaucoup Monsieur Abdelrahim Khaldoun. Nous arrivons à terme de cette interview. Mais une dernière encore petite question. Donc Oran qui est un pôle industriel par excellence, est-ce qu'on peut considérer Oran comme étant une wilaya riche qui peut subvenir aux besoins de tous les citoyens oranais à travers la création de ses propres richesses, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin finalement d'aide de l'État sur le plan financier. Oran, elle est riche par sa ressource humaine. Je parlais du vivier universitaire qui est pour nous, je dirais, le gage de l'avenir, indiscutablement. Elle est riche aussi par sa matrice territoriale. Sa matrice territoriale qui regroupe un potentiel pas uniquement industriel et lié, mais aussi culturel, mais aussi touristique. Donc, c'est cet ensemble, dans une forme d'intégration, si on arrive à cette forme de cohérence de cet ensemble, à harmoniser tout cela, je pense qu'Oran arrivera à subvenir largement à ses besoins, et largement, je dirais, à ses besoins, je dirais, pas uniquement pour la wilaya d'Oran, mais aussi pour le développement au niveau national. Très bien, un très bel exemple pour les autres wilayas. Merci Monsieur Abdelrahim d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Radia, est-ce que vous êtes là? Oui, tout à fait. Vous m'entendez, Nejma? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nejma Harash. Oui. Et puis, vous étiez en direct d'Oran aujourd'hui. Merci également à votre invité. Donc, on vous retrouvera dès demain matin pour le meilleur de l'actualité de la journée du 15 également. Donc, mesdames et messieurs, nous vous avions annoncé tout à l'heure que nous allions profiter du regard d'un pédagogue ce matin pour parler de l'éducation nationale de manière générale, mais aussi pour mettre en valeur les efforts de cette personne, justement les efforts consentis depuis des années en faveur du développement de l'éducation, de son amélioration. Et donc voilà, j'ai plaisir de recevoir ce matin Ahmed Tessa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je n'ai pas tout dit, hein, je n'ai pas tout dit. Vous êtes pédagogue, effectivement, ancien normalien. Et puis, vous remercie. Auteur et ex-conseiller au ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, j'imagine que vous avez apprécié cette position pendant des années.
Parce que vous aviez émis un petit peu Le statut que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand j'étais avec les enfants dans une salle de classe, oui. Là, oui. C'est vrai que vous avez enseigné... La nostalgie de la classe et de la craie, l'odeur de la craie, le regard innocent des enfants. La transmission de du savoir à ces petits cerveaux. Un éducateur, il a toujours la nostalgie de ses années actives avec les enfants. Et vous avez eu le privilège d'enseigner dans les différents cycles du système éducatif algérien. C'est-à-dire autant le primaire que le collège, que le lycée. Donc c'est bien. Donc vous avez accompagné différentes générations. Aujourd'hui, nous vous recevons parce que vous avez été honoré tout récemment, le 17 décembre en l'occurrence. Vous avez été gratifié du premier prix de la Renaissance française. C'est un prix qui a été décerné à un effort pédagogique. Donc c'est votre livre un petit peu qui a reçu cette consécration, un livre intitulé L'impossible éradication, l'enseignement du français en Algérie, c'est ça? Oui, oui. Écoutez, ça a été une grande surprise pour moi, je ne m'y attendais du tout pas. Ce livre, je l'ai écrit, je crois, il a été publié d'abord par Barzakh, avec une préface d'Amin Zawi, que je remercie au passage. Je l'avais complètement oublié. Hein. J'ai publié un autre livre juste après. Et là, je suis sur un chantier de 2 autres ouvrages. Et là, ça me tombe comme ça, comme une tuile sur la tête. Mais vous devinez quand même pourquoi. Vous devinez quand même. Écoutez, vous qui vous êtes intéressé un petit peu à l'enseignement du français, de ce côté, donc de cette rive de la Méditerranée en Algérie, en l'occurrence. Donc, la langue française fait partie du patrimoine culturel algérien. Oui, ça fait plus d'un siècle que nous écrivons, que le génie créateur du peuple algérien s'est exprimé aussi dans cette langue française. Notre butin de guerre, comme disait Kateb Notre Yassine. butin de guerre, comme disait Kateb Yassine, effectivement. Très bien, on va montrer quand même l'ouvrage, si c'est possible, donc avec cette caméra ou cette autre caméra, je ne sais pas. Alors, on va la faire avec la 4, apparemment. Donc, l'ouvrage... a quand même... voilà. Les éditions Barzakh. Hein. C'est les éditions Barzakh, c'est une... voilà. Et il a une enveloppe, je dirais, très jeune. Ce n'est pas moi. Hein. Moi, j'ai donné le manuscrit. Eux, ils se sont... Oui, ils ont quand même le goût de l'esthétique. Hein. Oui. Je les remercie. Je remercie les éditions Barzakh parce qu'ils ont eu le courage de le publier alors que d'autres maisons d'édition ont refusé. Très bien. Le refus émanait de quel aspect en particulier? C'est parce que... ils croyaient que... c'est vrai que le titre accroche, il est un peu provocateur. Oui. Mais en lisant à l'intérieur, je ne place pas les langues en situation conflictuelle, bien au contraire. Je les place dans une cohabitation harmonieuse. Et c'est là tout l'enjeu pédagogique et politique de l'Algérie, c'est de faire en sorte que les langues en présence, l'arabe algérien aussi, tout à fait, le tamazight et le français, soient en cohabitation harmonieuse, dans une belle complémentarité, pour que le génie créateur de ce peuple puisse s'exprimer sans faire de pression ou bien sans exclure un segment de cette société pour des raisons idéologiques d'arrière-garde et totalement dépassées. Oui, d'autant plus que certaines langues, en l'occurrence la langue française, a longuement servi un petit peu l'usage des sciences chez nous, le recours à la science. Donc c'était la langue qui était un petit peu facile d'accès, je dirais, par rapport à l'enseignement des sciences en Algérie. Alors, à titre d'information pour les jeunes générations, c'est que pendant les années 60, 70 jusqu'au début des années 80, nos frères maghrébins venaient étudier en Algérie, absolument, à l'université ou au lycée. Le système scolaire à l'époque et le système universitaire étaient de qualité pratiquement de niveau mondial. La preuve, les diplômes de l'époque étaient reconnus partout dans le monde. Étaient acceptés dans n'importe quelle université du monde. Exactement. Jusqu'au début des années 80, malheureusement, la tendance s'est inversée. Maintenant, c'est les Algériens qui vont au Maghreb ou en Europe pour continuer, pour faire des études, y compris des études au niveau du lycée. Est-ce que la fracture des années 90, je ne parle pas de la décennie difficile, je parle de ce qui a précédé en termes d'éducation, c'est-à-dire qu'on a procédé à une arabisation des cycles scolaires en
n'arabisant pas l'université. C'est-à-dire qu'il y avait les trois premiers cycles, les trois premiers paliers ont été arabisés et non pas l'université. C'est le drame de l'Algérie. Oui. Nous assistons à cause de cette coupure linguistique entre le système scolaire et l'université, les filières qui sont très demandées sont enseignées en français. Et elles ne peuvent pas être accessibles à l'élève qui vient de l'école publique, à moins qu'il ait un background familial bilingue ou qu'il ait suivi des cours de langue française ou anglaise. Donc, moi, j'appelle ça l'apartheid linguistique. Ça a été une fracture, moi je le disais. Nous la vivons. Elle s'aggrave de plus en plus. Voilà. C'est l'apartheid linguistique qui mène vers l'apartheid culturel et avec toutes les conséquences qu'on peut en tirer. Les sociologues peuvent nous en parler là-dessus. Oui, donc c'est vrai que le ministère de l'Éducation se penche sur la question depuis plusieurs années, donc on a déjà la solution modifié. existe. Oui. La solution elle existe. Hein, on va pas chercher. Du moins pour les matières scientifiques, les choses ont été prises en charge à un moment donné. Non, la solution qui est préconisée n'est pas la solution, la bonne solution. La bonne solution, c'est de faire comme tous les pays qui sont développés, c'est de revenir. Nous sommes un pays trilingue, oui, absolument, polyglotte, c'est de revenir au bilinguisme précoce à partir de la maternelle. C'est là est la solution. Sinon, les autres solutions préconisées, elles ne sont pas radicales pour régler ce problème. Oui, et justement, en parlant de solutions, dans votre ouvrage, L'impossible éradication, l'enseignement du français en Algérie, vous proposez un constat, effectivement, de cette situation de la langue française ou de la cohabitation des langues. Pas seulement un constat, oui, des propositions. Hein. Des propositions, et justement, j'y venais. C'est-à-dire que vous parliez à l'instant d'une première solution. Vous proposez une solution pour chaque problématique évoquée. Oui, bien sûr. Je fais des propositions, mais je ne détiens pas la vérité. Oui. Ce serait bien que le débat soit lancé. Malheureusement, c'est un tabou en Algérie que de parler du statut de la langue française ou du statut de la langue arabe, voire même du statut de Tamazight. C'est un tabou parce qu'on ne l'évoque pas dans sa dimension pédagogique, culturelle et sociologique. Hein, on se confine... Voilà, l'autocensure, elle fait mal. Mais tant que ce débat, c'est une question de politique globale des langues. Et ce débat doit être mené par des spécialistes, bien entendu, par des spécialistes. Pour ce qui est de l'enseignement, quand je parle de bilinguisme précoce, d'abord la société algérienne est multilingue. Deuxièmement, le bilinguisme précoce scientifiquement démontré accroît l'intelligence de l'enfant de 15 à 30%. Attise sa curiosité. Attise sa curiosité, bien sûr, l'ouverture vers autrui. Comme on parle de vivre ensemble universel dans la paix, autant le faire à travers les langues et les cultures. Et on sent en tout cas l'envie des parents, l'envie aussi des enfants qui sont confrontés qui sont curieux justement de savoir, qui a mené quand même, nombreux sont les parents qui se sont dirigés vers ces écoles privées qui ont été créées il y a quelques années. Et depuis, on voit un certain engouement, même des parents aux revenus moyens se sont dirigés vers ces écoles pour un petit peu aboutir à ce niveau qui est requis pour leurs enfants. Niveau requis dans la langue française. Dans l'ensemble. Parce que l'enseignement est complet. Oui, mais non, il y a un plus de la langue française. Voilà, c'est surtout ça qu'ils cherchent pour que leur enfant puisse faire médecine, architecture, informatique, toutes ces disciplines qui sont enseignées, les disciplines entre guillemets nobles, très courues, qui sont enseignées en français à l'université. Or, l'école publique, l'élève de l'école publique, donc l'école du simple citoyen, je dirais même l'école du pauvre, nous l'empêchons de faire comme l'école privée, et d'offrir, s'ouvrir et d'offrir aux enfants cette ouverture précoce sur les langues étrangères, et notamment la langue française. Et ça, c'est dramatique. Et c'est un peu séparatiste au niveau de l'enfance, justement, actuelle. On assiste
à deux profils. Je parlais d'apartheid tout à l'heure. C'est très. Voilà, c'est ce que vous appelez en tout cas dans votre livre les dérives. Les dérives idéologiques, politiques et pédagogiques de l'école algérienne que je décris. C'est pratiquement un regard rétrospectif de la politique éducative algérienne de 62 à nos jours. Même s'il y a des changements depuis la conférence nationale d'évaluation de juillet 2015, il y a des tentatives, il y a des efforts qui sont fournis par le ministère, mais je crois que le grand problème, c'est de s'attaquer au tabou. Et le tabou de la langue, d'abord, on n'a pas fait le constat, on n'a pas fait l'évaluation du processus d'arabisation. Nous ne l'avons pas fait. D'accord. Et donc, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir où on va. En tout cas, à travers votre livre, l'invitation est lancée. L'invitation au débat autour de la question est lancée. Et sans aucune animosité, bien au contraire. C'est pour aboutir à une cohabitation harmonieuse entre les langues en présence en Algérie. Voilà. Voilà, on arrive au terme de cette séquence, Monsieur Tessa. Donc, moi, j'aimerais quand même rappeler que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, vraiment. Quatre ouvrages. Qui font des constats précieux pour notre éducation. Le bouquet numérique de la scolarité, qui met en valeur les nouvelles technologies au service de l'école, l'éthique éducative au service des élèves en 2014, et puis comment éradiquer le fléau des cours payants. Ça aussi, c'est une question dont on débattra probablement une autre fois. Mais bon, ce n'est pas sur un plateau de 15 minutes qu'on peut aborder toutes ces questions. Je vous remercie pour l'invitation. Si vous permettez un petit coucou. Absolument. Bien sûr, à Sougassab Gaz et bonne fête de Yennaïr à tous les Algériens et à tous les Maghrébins. Et puis un petit coucou pour l'école primaire d'Oulkhou, dans la région d'Asfoun, village natal de Tahar Djaout. Oui. Je leur fais un petit coucou parce qu'ils affichent un engouement et un enthousiasme extraordinaire pour toutes ces activités périscolaires que leur dispensent leurs enseignants et leurs enseignantes, à qui je dis bravo pour leur bienveillance et leur dynamisme. Oui. Voilà. Eh ben, merci. On se joint à vous, en tout cas, pour... oui, c'est là où Tahar Djaout a fait ses premiers pas. Voilà. C'est très bien. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ahmed Tessa. Je rappelle en fait que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'éducation et puis également que vous êtes un ancien conseiller auprès du ministère de l'Éducation nationale. Merci infiniment. Merci. Et bravo et félicitations pour le prix de la Renaissance française. Merci. Je rappelle qu'il s'agit de l'impossible éradication, l'enseignement du français en Algérie et c'est paru aux éditions Barzakh. Barzakh et l'Harmattan à Paris. L'Harmattan à Paris, voilà. Tout à fait, pour ceux qui voudraient s'approfondir et lire un petit peu cet ouvrage. Il est simple à lire. Il est facile. Voilà, et puis voilà. Le style, c'est le style de l'Institut. Absolument. Très pédagogue d'ailleurs. Voilà, mesdames, messieurs, donc avant de retrouver les invités suivants, je vous propose une petite virée au musée du Bardo. C'est au cœur d'Alger. On va en particulier faire un gros plan sur la villa Moustapha Ben Ammar et c'est une visite guidée par Soumaya Zarouali. L'une des plus belles et des plus caractéristiques des villas mauresques d'Alger construites au XVIIIe siècle, la villa Bardo. L'une de ces nombreuses propriétés des riches habitants de la Casbah, résidences secondaires, elles étaient bâties en dehors des murailles de la Médina. Caractérisée par son beau jardin et son architecture très spéciale, elle a appartenu à Moustapha Ben Ammar. Les gros propriétaires ou les notables de la ville, en plus de la maison citadine, donc la maison qui se trouvait dans la ville d'El Jazair ou la ville d'Alger, l'ancienne ville, avait aussi des maisons à la campagne. C'est donc une maison de campagne. Alors, le nom qui est accolé à cette maison, c'est Djinan Moustapha Ben Ammar. Il est vrai qu'on a souvent écrit, on dit souvent que ce serait un prince tunisien qui serait venu s'installer à Alger. Or, les Ben Ammar sont connus, c'est une famille qui est connue. Il y a eu même un B du titré qui s'appelle Ben Ammar. Et plus que cela, nous avons un quartier à Kouba qui s'appelle Ben Ammar, ce qui explique que très certainement c'était une propriété au départ, puisque ce sont des lieux dits. Et il y a même une autre maison qui est au Bastion 23,
c'est le 18 de la rue des Lotophages, qui porte aussi le nom de Dar Ben Omar. Caractérisé par ses carreaux de faïence italienne et hollandaise, ainsi que son magnifique jardin et ses cours internes, Djenan Mustafa Ben Omar est unique en son genre. Ici, à la cour de marbre, les femmes autrefois goûtaient au charme du bavardage. Non loin d'ici, s'élève le pavillon de la Favorite. On est venu en vacances une semaine et on a décidé un peu de visiter Alger. On a commencé par le musée Bardot, c'est absolument incroyable, une première partie un peu archéologique. Et puis on arrive là, c'est juste incroyable, un palais magnifique, des petites alcôves partout, c'est somptueux. C'est vraiment un endroit agréable, il fait frais, c'est joli, on découvre des petites pièces à chaque recoin. Et le musée en lui-même aussi, je l'ai trouvé très bien fait, très riche en informations. Donc on est content de cette première visite. Plus on avance dans le musée, plus on découvre de nouvelles salles. Je trouve ça assez impressionnant. Et ça a vraiment un charme auquel je ne m'attendais pas. C'est vraiment quelque chose que je découvre qui est nouveau et qui est très passionnant. Le musée national du Bardo recèle de magnifiques décorations, dont meubles de style oriental, tapis et broderies. C'est un musée qui a été inauguré en 1930 comme musée de préhistoire et d'ethnographie. Et il devient musée national en 1985. Et en même temps, c'est-à-dire, il y a eu le classement aussi de la bâtisse comme monument historique en 1985 aussi. C'est un musée qui regroupe un peu des collections de préhistoire, qui racontent un peu la préhistoire algérienne depuis 2 millions d'années jusqu'aux époques néolithiques, c'est-à-dire jusqu'à 10 000, 9 000, 8 000 ans. Et aussi des collections d'ethnographie qui représentent un peu les régions de toute l'Algérie. Quand on reçoit les objets, on est obligé de les vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas de contamination? Est-ce que c'est des objets qui doivent être nettoyés, dépoussiérés, consolidés pour qu'on puisse après les diriger vers les réserves, que ce soit de préhistoire ou d'ethnographie. Occupée par plusieurs familles et personnages, elle est transformée en musée de préhistoire et d'ethnographie africaine dès 1926 pour devenir en 1962 le musée national du Bardo. Un tel joyau architectural avait jadis été décoré par des artistes certainement, et des artistes, il y en a en herbe également, donc à l'image de Medina Brahami, que nous recevons avec plaisir ce matin. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité au plateau. C'est votre première télé, Medina? Oui. Comment vous vous sentez ce matin? Ça va. Ça va. Vous avez affronté le public, donc 2-3 petites caméras, c'est rien. Donc ça va. Tout va bien. Pas trop stressé. Oui, les portraitistes sont d'ailleurs descendent vers la rue et vont vers les gens facilement et reproduisent un petit peu les expressions au gré des humeurs. Voilà. Oui. Aujourd'hui, justement, vous êtes avec nous parce que vous avez été un petit peu pêché par l'équipe de rédaction qui vous avait repéré au Festival de la création féminine tenu du 13 au 17 décembre 2018. Ouais, très bien. Voilà, j'ai exposé 8 œuvres. C'était des portraits au crayon, c'était des dessins. Voilà. Crayon et fusain, vous Crayon, oui, voilà, j'ai utilisé pour... c'était des portraits modernes. J'ai utilisé des crayons graphite de différentes duretés et du fusain, voilà. Oui. Là, on voit justement une image qui va apparaître à l'écran dans un petit moment. Voilà, celle-ci. On sent que vous n'êtes pas dans le mimétisme, c'est-à-dire vous ne reproduisez pas aveuglément. Il y a une partie de vous dans cette voilà, une petite touche. Voilà. On sent l'implication, on sent que vous avez justement les contours, vous les éclatez, vous travaillez autrement. C'est le portrait un peu moderne. Oui. En fait, voilà, il n'est pas. J'ai des portraits hyper réalistes. En fait, c'est mon but. Mais il y a des portraits comme ça qui sont modernes. Avec une partie d'inachevé, inachevé, justement. Oui. Ouais, c'est bien. Donc c'est voulu. C'est ce qui apparaît en tout cas dans les différents portraits que vous nous avez amenés ce matin. Et il y en a qui sont un petit peu sombres comme celui-ci. C'est une
C'est une vieille femme Oui, c'est fait avec des crayons graphite, en fait. Ouais. Voilà. Pour le gras, j'ai mis du crayon B6, donc c'est pas vraiment très sombre. Oui, bon, là le on noir, voit l'image qui apparaît. Bon, ce n'est pas celle que je montrais, mais voilà, ce sont deux enfants. Oui. Dans la rue, mais qui ont l'air un petit peu tristounés. Enfin, je sais pas s'ils rient, oui, je voilà, sais pas. C'est l'émotion de leur visage, enfin le sourire, c'est lui qui m'a plu. Oui, Voilà, malgré un peu de misère qui est visible un peu sur voilà. Le sourire malgré la les misère. effets vestimentaires, ils vont dans le sens inverse. Voilà, oui. C'est ce qui vous a marqué. Oui. Donc, si j'ai bien compris, Medina, donc qu'est-ce que vous recherchez à travers ça? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez un but que vous recherchez. Dans mes dessins. Oui, quand en vous fait, dessinez. moi, je me base vraiment sur l'expression du visage, les émotions qui sont transmises. Par exemple, oui. Voilà, ça me fascine de voir des photos comme ça. Ouais, une petite larme. Là, on n'a pas tout le visage. C'est vrai que c'est quelque part du déjà vu. Il y a eu énormément de portraitistes qui se sont un petit peu penchés sur cette histoire de larmes, de tristesse, etc. Mais vous avez été un petit peu plus loin. Là, on voit la mère et l'enfant. La mère et l'enfant. Mais c'est vraiment très, très, très sombre, ce traitement de la mère et de l'enfant. Voilà, l'émotion est plus marquée, je pense. Oui, elle est le noir est si intense que l'émotion ressorte. Oui, le regard de la maman, entre autres, il est très très profond, très empreint de... On sent le poids de la vie. C'est le but. C'était le but, et moi je l'ai vu. Bravo. Mais parlons un petit peu de vous, Medina. Medina, actuellement, vous étudiez à la faculté d'Alger. Oui. Dans une spécialité qui est un peu nouvelle, un petit peu dans la chaire. Voilà, j'étudie les arts. C'est à la faculté de Ben Aknoun. Ah, Ben Aknoun, moi je crois. Oui, voilà. Donc c'est vraiment le côté théorique. On fait la théorie dramatique, la théorie du cinéma, la scénographie, sémiologie, voilà. Oui. C'est vraiment le côté C'est-à-dire tous les arts réunis. Voilà. Et vous avez choisi un petit peu de vous perfectionner sur un art en particulier. Voilà, entre côtés, oui. Très bien. On a vu des portraits féminins qui défilaient donc à l'écran depuis que vous parliez un petit peu de votre formation. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, oui, j'aime beaucoup la femme. Oui. Donc le choix de la femme, donc c'est parce qu'elle est belle tout court ou parce qu'elle voilà. Elle transmet plus d'émotions. Parce que vous êtes une femme, non? Oui, voilà. Il y a des femmes de différentes générations que vous mettez en relief. De différentes origines, plus précisément. Oui. C'est-à-dire quand vous parlez d'origine, vous vous intéressez aussi aux cultures Aux cultures, voilà, oui. Différentes cultures asiatiques. J'ai des femmes afghanes. Celle-là, elle est d'où, là, celle-là Non, c'est pas celle... Elle est asiatique, celle-là. Il y a une fille qui lui peint... voilà, oui, c'est une femme asiatique. J'aime beaucoup... Peigne un petit peu les cheveux. C'est asiatique? Oui. On voit un petit peu les traits tirés de la petite fille. Voilà, c'est vrai que sur les sujets un peu plus âgés, on voit moins. C'est moins marqué. On voit plus les rides. Voilà, les rides. Je me fascine. Ouais, comme celle-ci. Oui, voilà, c'est mon tout dernier portrait, en fait. Ça, c'est le plus récent? Le plus récent, oui. D'ailleurs, la technique a un peu changé, si vous remarquez. Mais l'expression est très belle, en tout cas, sur celui-là. Bravo, hein. Medina, vous avez exposé plusieurs fois déjà? Vous faites un petit peu, ce sont les premiers pas. Voilà, les premiers pas. Le festival, c'est vraiment ma première expo au public. Voilà, sinon je réalisais des portraits pour les gens, voilà, j'avais des commandes et tout. Très bien. On vous souhaite en tout cas de réussir dans cette carrière que vous avez entamée et que j'espère qu'on vous verra bientôt sur d'autres CIMES et d'autres salles d'exposition. Bravo en tout cas pour ces petits débuts, mais vraiment très très sympathiques. Merci aussi d'avoir... oser aller vers les caméras, vers le public. On vous souhaite en tout cas tout le succès en 2019, une bonne et heureuse année surtout. Vous êtes très gentille, merci. Voilà. À très bientôt, Medina. Merci, à très bientôt.
Vous qui êtes avec nous, si vous êtes fidèles, vous devez savoir que la semaine dernière, nous avions parlé déjà des hépatites, de ces pathologies qui tuent beaucoup plus que les infections causées par le sida et l'AIDS en général. Eh bien, on fait un retour sur justement les hépatites aujourd'hui parce que nous avions annoncé un marathon, il a eu lieu et bien sûr le compte rendu, on le fera avec une membre de l'association SOS Hépatite, organisatrice de cet événement, qui revient justement sur le déroulement et sur l'impact qu'a eu cet événement sur le public. A tout de suite. Malgré le froid glacial de ce matin, à la station de métro de la place des Martyrs, ils étaient nombreux à répondre présent à l'appel de dépistage de l'association SOS Hépatite. Voilà. Je suis venue pour me faire dépister après avoir lu l'annonce sur un journal national. Très bonne initiative à encourager et à généraliser dans toutes les wilayas. إنسانة tout le temps في les hôpitaux. عندنا dans un groupe bénévole ديال الخير تلقى الخير نروحوا بزاف les hôpitaux. Alors عندنا كونتاكت بزاف مع لي مالاد واليوم كوم جيت ولقيت هاد الانيشيتيف تاع التهاب الكبد وما نعرفوش كاين سي كاين بي كاين. On préfère, on va faire le dépistage, Inch'Allah. Inch'Allah, mais qu'on ait le khair. Le dépistage, c'est le début de la solution. Pour les gens atteints, l'hépatite C, un cancer. La découverte tardive d'une hépatite est une perte de chance de guérison. Dépistez-vous, telle est la recommandation de SOS Hépatite et de sa nouvelle campagne d'information et de sensibilisation contre cette maladie silencieuse. Voilà, c'est une journée de sensibilisation et d'information et de dépistage. On va informer les gens et les sensibiliser sur les modes de transmission des hépatites C. Et on va utiliser aussi des tests rapides. C'est des tests comme les tests du diabète, c'est des bandelettes. On prend une petite goutte du sang, on la met sur la bandelette, on verse une petite goutte de réactif et on attend le résultat. Et 15 à 20 minutes, une durée de 15 à 20 minutes, on aura le résultat. Si la personne est positive, on va l'orienter vers une structure sanitaire qui la prend en charge. Un petit questionnaire, un numéro attribué, plus vos initiales et une goutte de votre sang sont requis pour effectuer votre dépistage. Le résultat apparaît au bout de 20 minutes. Une équipe médicale vous assistera sur place. Oui, aujourd'hui on est très heureux. En fait, il y a beaucoup de monde. On a déjà fait ce test plusieurs fois, mais comme c'est un lieu public, il y a une fréquence énorme. D'ailleurs, il n'y a même pas 1 heure de temps qu'on a commencé. On est déjà à 35 tests. Franchement, même les gens sont en train d'écouter, de poser des questions, de savoir plus sur la maladie. Sachez que les causes de contamination par le virus de l'hépatite C sont la réutilisation ou mauvaise stérilisation du matériel médical tel que les seringues, les bistouris et les aiguilles, ainsi que le recours au matériel à usage multiple non stérilisé, comme chez le coiffeur ou le barbier, ou la médecine traditionnelle, ce qu'on appelle le hijama, ainsi que certains dentistes qui n'utilisent pas les autoclaves de stérilisation. Dans 90% des cas, les personnes atteintes d'hépatite C ne présentent aucun symptôme. Une personne sur 12 est atteinte d'hépatite C. C'est énorme. Alors, dépistez-vous. C'était la recommandation de notre journaliste Lamia Boudbouda. J'espère que vous l'avez reconnue si vous êtes fidèle. En tout cas, voilà, on l'a vu à l'image à l'instant. Il s'agit de Triam Saouda, chargée de communication pour SOS Hépatite. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça va ? Vous êtes contente du résultat? Oui, très contente du résultat, surtout du nombre de la population qui sont venus pour connaître la maladie, pour se faire dépister volontairement. Ça, c'était en marge du marathon, c'était au niveau d'une station de métro. De métro, Place des Martyrs, c'est la station Place des Martyrs. Ça s'est déroulé le 12 janvier au niveau de la station de métro Place des Martyrs. Il y avait 200 tests rapides réalisés.
C'était vraiment énorme. Et là, on a eu notre but. On a réussi à démystifier cette maladie et de dire aux gens que les choses ne sont plus comme avant. La maladie est guérissable. On peut se faire traiter rapidement, une durée de 3 mois. C'est grâce au traitement qui est développé par un laboratoire algérien qui est disponible. C'est le laboratoire Becker. C'est une molécule générique développée par des Algériens. Elle a été sur le marché algérien en 2015. Le traitement a été mis au monde en 2014. Donc, on est très en avance par rapport à d'autres pays. Donc, là, on est très content de pouvoir aider les malades algériens. Et de mettre en valeur justement toutes ces compétences algériennes qui œuvrent justement à l'éradication de ce mal qui ronge un petit peu l'humanité, je dirais, puisque à travers le monde, sur 12 sujets, on peut être atteint d'une hépatite C. Oui, dans le monde entier, on trouve 500 millions de personnes atteintes d'hépatite B, d'hépatite C ou B. Donc, en Algérie, on compte 1,5 million de personnes atteintes, c'est les statistiques données par le ministère de la Santé. Donc, il y a une personne sur 12 dans le monde qui est atteinte d'une hépatite, mais qui ne sait pas qu'elle est porteuse. Donc, on doit faire un bilan sanguin. Cette maladie Donc, un peu oui, elle est sournoise, asymptomatique, il n'y a aucun symptôme. Pour 90% des cas qui portent le virus ne le savent pas, il n'y a aucun symptôme. C'est quand la personne arrive malade à l'hôpital, donc c'est qu'elle est dans un stade très avancé de la maladie. C'est qu'il y a eu aggravation. Et atteinte de quels organes en particulier on peut Oui, c'est le foie. C'est le foie. C'est le foie qui est atteint par cette maladie, donc le virus attaque le foie. Le virus attaque le foie. Et vous vous attaquez justement à la maladie de différentes manières. On s'attaque à la maladie. À l'image du marathon, vous nous avez amené des images normalement de cette journée du marathon organisé donc à cet effet. Je ne sais pas s'il devait y avoir une autre personne qui devait ramener peut-être les images. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les images. Oui, mais vous avez malgré les intempéries, malgré la température vraiment basse, mais c'était vraiment le temps s'est éclairci à un petit moment, le moment du marathon et la remise des trophées. Donc il y a eu presque 200 personnes entre petits et adultes qui ont participé à cet événement. Nous avons reçu aussi le représentant du monsieur le ministre de la Santé, c'était le DGSS, directeur des structures générales de la santé, c'est professeur Al-Hajj. Il y avait le directeur des laboratoires Becker, notre sponsor officiel, monsieur Rachid Kerar. Il y avait aussi nos associés dans cette opération, c'est l'association nationale l'élite des sciences médicales. C'est une association de médecins et d'étudiants en médecine et en pharmacie et tout. Donc, ils nous ont vraiment aidés. Ce sont nos partenaires pour cette opération et pour d'autres opérations, Inch'Allah. On espère que vous allez réitérer l'expérience. En tout cas, vous avez associé le sport à cet effort de sensibilisation. Et c'est vrai que le sport, ça peut régler beaucoup de problèmes, pas seulement l'hépatite, mais ça contribue à l'harmonie du corps de manière générale. Oui, bien sûr. Donc, pour le sport, donc, comme je disais, tout le monde, et de tout temps, je le dis à tout le monde, faites une activité sportive, quelle que soit cette activité, une marche, bien une course, bien une natation, faites ce que vous voulez. L'essentiel, vous n'aurez pas un surpoids. Donc le surpoids, c'est quand même mène des risques lors d'une chirurgie ou bien même pour un traitement. Quand on a le foie, il y a d'autres maladies qui touchent le foie. Par exemple, c'est pas que l'hépatite, il y a d'autres maladies liées à la graisse. Par exemple, il y a des gens qui souffrent de la graisse dans le foie. Absolument. Voilà. Absolument. Nombreuses sont les pathologies qui atteignent cet organe. Mais bien sûr, on va se pencher un petit peu sur l'hépatite. On va rappeler un petit peu les précautions, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que notre but dans cette matinale, c'est aussi de vulgariser autour d'une maladie ou d'une pathologie. Les précautions, c'est vrai qu'on se dit c'est la contamination par le sang, mais comment ? Il y a aussi maintenant l'évolution, comment dire, le bien-être passe par certaines étapes, à savoir, on passe par l'acupuncture, par exemple. L'acupuncture, peut-être l'acupuncture aussi, on voit une tendance chez les jeunes, donc c'est le piercing, le tatouage, donc c'est ça, c'est la mode, ils suivent la mode, d'accord, ils sont libres et tout, mais il faut prendre leurs précautions, donc tout le monde doit se munir au moins d'un petit minimum
minimum de savoir sur le mode de transmission de cette maladie. Donc c'est vrai, c'est le sang, mais comment? Les outils doivent être vraiment stérilisés par la vapeur, une haute tension de vapeur. Donc c'est les autoclaves. On doit les stériliser par des autoclaves et voilà, et prendre une durée quand même assez importante pour éliminer le virus qui peut vraiment vivre vivre dans l'air libre jusqu'à une semaine à peu près. Donc il résiste, c'est un virus très résistant dans l'air. Donc on peut être contaminé avec un coupe-ongle ou bien une pince à épiler ou bien je sais pas, autre moyen, une lame, un rasoir. Un coupe-ongle, par exemple. Oui, un coupe-ongle peut être une source de problème. Voilà, si entre amis ou bien entre membres de la famille, on s'échange des coupe-ongles. Il faut faire très attention. Même les pinces à épiler dans les instituts de beauté. Donc on invite les instituts de beauté et pour obtenir et acquérir des autoclaves pour bien stériliser leur matériel. En tout cas, dans les tests prénuptiaux, on recommande c'est très important. Voilà, on recommande le test qui révèle justement la contamination au nom des conjoints par l'hépatite. Mais effectuer le test reste important, bien sûr, mais il faut avoir aussi une conscience. Par exemple, si l'un des deux conjoints est atteint d'une hépatite C ou bien une hépatite B, il doit déclarer. Il doit y avoir la déclaration obligatoire. Donc, il peut connaître qu'il est porteur d'un virus, mais il ne va pas le déclarer à la deuxième partie. Donc là, c'est un droit de connaître. Voilà, c'est sexuellement transmissible également. Surtout pour l'hépatite B. L'hépatite B qui est sexuellement transmissible. Par contre, l'hépatite C, c'est voie sanguine seulement. Donc, voilà, c'est plutôt... Voilà, il faut faire attention chez le dentiste. Chez le dentiste, le coiffeur, les injections et tout. Surtout les toxicomanes. Il y a des gens qui se font droguer par des injections. Ils échangent bien sûr la mère est un facteur aussi. Oui, la mère, c'est la transmission hépatite B, mère-enfant, mais il y a les immunoglobulines que l'enfant doit être vacciné dans les premières 48 heures de la naissance, donc il est protégé. Voilà, donc il est recommandé quand même de déclarer à son conjoint qu'on est atteint d'une hépatite C ou une hépatite B. C'est lors des tests que la maladie se révèle. Voilà. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Bien sûr, on dit toujours que 90% des cas ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus. Et l'expérience a été donc vécue ce week-end dernier lorsque vous avez procédé à cette trouvé des cas. Voilà, sur 200 tests effectués, nous avons trouvé quelques cas, ça reste minime, mais on ne peut pas déclarer qu'ils sont malades. Nous avons pris les coordonnées des personnes positives. Voilà, nous avons parlé avec eux. Voilà, nous avons orienté cette tranche de personnes à des structures sanitaires. Voilà, ils seront pris en charge. Ils vont effectuer une charge virale. C'est la charge virale qui va déterminer si cette personne nécessite un traitement ou pas. Donc, il y a des stades bon, je vais pas dire d'hépatite. Il y a le F0 du F0 jusqu'à F4. On ne va pas traiter un F0 quand même. Si on trouve qu'il est un F4, bien sûr, il est à traiter en urgence. Selon le degré de la charge virale. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci infiniment. Merci. C'est toujours, votre contribution est toujours aussi précieuse. Merci, madame. Saouda, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, on vous souhaite une bonne continuation pour l'ensemble de ces activités en faveur de la lutte contre les hépatites. Je rappelle que vous êtes membre et puis chargé de communication pour l'association SOS Hépatite. Merci. Voilà, à travers vous, on salue l'ensemble des bénévoles qui activent donc au sein de cette association, ainsi que le président qui était avec nous d'ailleurs la semaine dernière. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne et heureuse année. Merci. Merci. Voilà. Et bonne année. Très bonne santé, voilà. Bonne année et également, donc, puisque nous avons célébré le 12 d'ailleurs. Voilà, ça coïncide avec la journée. Oui. Voilà. Pour justement la vulgarisation autour de cette maladie. Mesdames et messieurs, vous qui êtes avec nous ce matin, on va recevoir dans un petit moment Miss Algérie 2019. Et oui, elle est avec nous, elle est dans les coulisses, elle va bientôt nous rejoindre. Mais avant, parlons de cet artisan fabricant de savon, donc avec la manière traditionnelle. Et c'est Soumeya Zarouali toujours qui nous permet de découvrir cette personne. À tout de suite. Saponification à froid, une méthode de fabrication du savon fait à la main, tout en respectant la nature et en s'inspirant de l'imagination de l'artisan qui se retrouve dans la peau d'un chef cuisinier à confectionner toutes sortes de recettes pour réveiller les sens des consommateurs.
Fatima Madani en est l'exemple, chimiste de formation. Elle nous fait part de sa passion pour le savon artisanal, une belle aventure qui a commencé il y a 3 ans. La méthode froide, dans la réaction de saponification, on a les acides gras et les huiles. Nous, on utilise les huiles végétales et l'huile de base, c'est l'huile d'olive. On ajoute une lessive de soude, une solution de soude, hydroxyde de sodium pour avoir un savon dur. Et le résultat, c'est un savon plus glycérine et plus les bienfaits des huiles. Si on utilise la méthode chaude, les bienfaits des huiles, ils vont partir. Nous, on a besoin des bienfaits des huiles, surtout les huiles. Huile d'olive, beurre de karité, l'huile de ricin et la cire d'abeille et l'huile de coco. Aujourd'hui, nous assistons à un atelier de formation animé par Madame Madani. À partir d'une réaction chimique obtenue en mélangeant un corps gras comme les huiles végétales ou les beurres comme le beurre de karité avec un alcali tel que le potasse ou la soude, dans cette méthode de fabrication, les corps gras sont généralement en excès. Cette journée a été l'occasion pour ces femmes de percer le secret de la fabrication de ce savon et ouvre des opportunités pour elles. Le but d'y aller, le projet taille concernant le mariage. On a des petits savonnettes pour les invités. La mariée, les invités sont personnalisés pour les prénoms. Les mariés et la date. Un petit remerciement, peut-être parce que là on fabrique des moules, bouqala, savonnette. Même la mariée qui te met les invités un souvenir. C'est la première fois donc j'intègre le domaine parce que j'ai des ambitions donc un hobby et je veux faire moi-même mes savons parce que ça m'intéresse de tout ce qui est bio, tout ce qui est donc naturel. On a un programme chargé et varié au profit des jeunes artisans et créateurs d'activités. Donc on a des activités comme fabrication de pizza, le savon naturel, actuellement en cours de formation. On a un programme de fabrication de gâteaux traditionnels, d'esthétique. On a varié les activités. Vous pouvez vous aussi apprendre à créer vos savons par vous-même. Il vous suffit de contacter la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger Centre et vous inscrire au programme des ateliers découvertes de la saponification à froid. Voilà, une belle proposition. Voilà, c'est une bonne idée justement pour développer un petit peu un art comme ça qui a été un petit peu perdu quelque part, mais qui renaît de ses cendres. Depuis quelques années, on utilise le savon traditionnel de manière massive. On revient au bio, on revient aux choses un petit peu naturel. Et puis bien sûr, la beauté naturelle, c'est aussi important. Elle a été mise en valeur cette semaine lors d'un événement qui a fait vraiment voilà, la une de la presse nationale. Il s'agit du concours Miss Algérie 2019. Et je vous l'avais promis au début de l'émission, elle est parmi nous. Miss Algérie 2019, bienvenue à Khadija Ben Hammou. Et félicitations. Shukran, Allah yitselmek. Et puis félicitations également à Bayat Arglit. Oui, Bayat Arglit, donc vous êtes première dauphine. Voilà, vous étiez également sur le podium de ce concours. Voilà, aux côtés de Khadija. Aux côtés de Khadija, sans l'éclipser. Vous n'avez pas éclipsé. Et puis bienvenue à celui justement qui a le mérite de lancer ce concours. Il s'agit de Hamdet Faisal, le président et organisateur de Miss Algérie, donc, et puis détenteur de droits également pour ce concours. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Tout le mérite revient aux candidates. Nous, on est là pour finir seulement. Oui, mais c'était une belle fête, donc cette célébration de Miss Algérie 2019, suivie par de nombreuses télévisions, par la presse nationale. Effectivement, ça a fait un tour international par rapport à l'événement de cette année. Oui. Et alhamdoulilah, on est fiers de ça. Il faut dire que voilà, Miss Monde, ça fait rêver, Miss Algérie aussi. Nombreuses sont les jeunes filles qui s'intéressent à ce concours et qui aimeraient justement mettre en valeur l'ensemble de leurs atours, pas seulement leur beauté. Oui, en fait, leur beauté intérieure également. C'est une beauté intérieure, c'est une beauté extérieure aussi. C'est très important. Non, en fait, on essaye de jumeler les deux. Des fois, c'est pas évident, mais on y arrive doucement. Alhamdoulilah. Voilà, on va s'adresser un petit peu à nos Miss, à notre Miss. Donc, vous représentez la wilaya d'Adrar, c'est bien cela.
Vous en êtes fiers. Dès que j'ai dit Adrar, le sourire il est là. Dès que j'ai prononcé le mot magique, donc Adrar, j'imagine la fierté. Vos parents, vos amis, Adrar, comment ont-ils réagi? كيفاش داروا? Comment كانوا معاك? كانوا معايا فرحانين بزاف. قالوا لي شرفتينا اللي ديتي مسابقة ملكة الجمال الجزائر. فرحوا لي بزاف وقال لي شرفتينا. لي ميساج كانوا بزاف جيماجين. لي ميساج بزاف ما قدرتش نعبر باسكو الشعور كان رائع جدا. اليوم عندك الفرصة باش تعبري لهم على شعورك. قولي لهم واش حبيتي تقولي. والله نقول لهم ربي يخليكم كي وقفتوا معايا وحبيتوني وكورجتوني وقلتوا لي كملي. هذه نشكرهم بزاف. الحمد لله. قولي لي donc Khadija, donc la Miss Algérie, elle a pour justement atour sa beauté naturelle, son élégance, son charme. Mais il y a un autre aspect justement, c'est qu'il faut qu'elle ait un talent. C'est quoi votre talent? Qu'est-ce que vous avez mis en avant pendant le concours? هو كان الكونكور كان تربص كان رائع جدا. كنا 16 متسابقة، كنا كل واحدة وزينها. كان زين العنابي، زين سكيكدي، زين القبائلي، كان من كل أنحاء الوطن. كنا كامل وكنا خواتات. والحاجه اللي تحبي تمارسيها، كان عندك هوايه ولا يعني كي سالوك على هوايتك انت واش كانت هوايتك؟ هي كانت هوايتي كانت الرقص. vous aimez la danse. كنت رقص بالي. D'accord. انت راقصه بالي donc vous dansez ou là c'est un rêve ou est-ce que vous dansez bien donc? هذه كنت حاجه نحبها بزاف. ملي كنت صغيره كنت نحب رقص بالي. الرقص البالي très bien. Et qu'en est-il justement de Baya Taglit, donc quelle est votre passion dans la vie? Qu'est-ce que vous avez partagé avec le public ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez raconté? Alors moi pareil, c'était la danse. Mais bon, je faisais avant la danse, mais bon, malheureusement j'ai eu un accident au genou, du coup j'ai dû arrêter. D'accord. Mais sinon j'étais un peu aussi dans le domaine des concours de beauté, etc. Mais Miss Algérie, c'était toujours un rêve pour moi de représenter mon pays, et de revenir au pays et rendre hommage à ma nation. Et c'est votre première participation à ce concours? Ce concours Miss Algérie, oui, c'est ma première participation. Et ça s'est bien passé, alhamdoulilah. On a toujours un mentor, on a toujours un modèle dans la tête. C'est qui votre modèle dans la vie? Ma mère. Votre maman? Oui, ma mère, parce qu'elle est très courageuse et je l'admire. Elle est dans élégante. tous les côtés. Maman oui. est élégante. Élégante, oui. Et naturelle, mais élégante. C'est elle qui vous a appris tout ça, j'imagine. Voilà. Toutes les petites notions d'élégance et de coquetterie. Exactement. Voilà. Mais en général, les générations qui se succèdent ont tendance à avoir leur propre mode, leur propre langage. Donc j'imagine que vous avez dépassé maman de manière assez précoce. C'est vrai, mais bon, j'essaye de lui apprendre et elle m'apprend aussi de son côté. Voilà. Compléter. Mais sinon, donc à part la danse, vous avez d'autres hobbies, d'autres passions, d'autres... Moi, en fait, c'est plus la lecture, cinéma. Enfin, j'essaie de toucher à tout. Voilà. Très bien, très bien. Mais qu'est-ce que vous faites toutes les deux dans la vie en général? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous êtes dans la vie active? Vous travaillez? Alors moi justement, je faisais les deux. Donc j'étais en alternance à Paris dans le commerce international. J'étudiais et je travaillais en même temps. Et c'est ce qui m'a permis d'acquérir une certaine maturité, d'être dans la vie professionnelle. Donc c'était quelque chose de très enrichissant pour moi. خديجة، المجال اللي تعملي فيه ولا اللي درستي فيه؟ هو مجال درت دبلوم مضيفة. D'accord. وكنت نخدم. D'accord. J'imagine qu'avec ce sourire, اللي يلحق الاستقبال يكون ما شاء الله. الله يسلمك. ودائما يمدحوك على لو سورير تاعك، الابتسامة تاعك، نو؟ كاين منها؟ كاين يمدحوني الابتسامة تاعي. وشكون اللي شجعك باش تروحي يعني تشاركي في مسابقة ميس ألجيري هذا العام؟ كانوا الأصدقاء يشجعوني. كانوا يقولوا لك روحي؟ ماما تشجعني تقول لي كي قلت لها بلي راني راح نجوز كاستينغ ميس ألجيري، قالت لي هذا الحلم نتاعك وإن شاء الله ربي يوفقك. أنا راني معاك دوكا. دونك حلم منذ الصغر، ملي كنت صغيرة؟ ملي كنت صغيرة كنت نحب هاد المسابقات، المانكينة،
هاد الهوايات كاع الثقافيه كنت نحبها بزاف. شكون المانكان اللي تحبيها اكثر؟ يعني شكون اللي تشوفي لها صورها في المجلات وكلش تبعيها ولا بالك في السينما ولا؟ في العالم كان؟ في العالم bien sûr. بريانكا جوبرا. Ah d'accord, elle est belle, hein. Elle est très belle, c'est vrai. Et vous, qu'en est-il? Bella Hadid. Ah. Parce qu'on me dit que je lui ressemble un peu. Bon, moi je trouve pas, mais voilà. Il y a un petit air, si, il y a un petit air. Moi aussi je l'ai senti. Alors, on revient un petit peu à vous, donc Faisal Hamdad, pardon. Faisal Hamdad, donc est-ce que ça a été facile de convaincre les jeunes filles, je dirais. En Algérie, il y a beaucoup de pudeur chez l'Algérienne. L'Algérienne, de par sa tradition, est très pudique. Elle ne s'expose pas ni au regard, ni au projecteur. Bon, là, elles sont en plein projecteur, elles. Tout est sur elles. Mais dites-moi, votre outil marketing principal pour les convaincre, pour justement... Je dirais par rapport aux candidates qu'on reçoit lors des castings qu'on fait, c'est pas très difficile de les convaincre. Mais le plus difficile, elles sont déjà, en fait, c'est déjà un rêve pour elles. Mais les personnes qui sont difficiles à convaincre, c'est les parents. Ah. Parce que des fois, ils ont une image assez, on va dire, assez floue par rapport à ce genre de concours. Oui. Donc nous, l'organisation de Miss Algérie, on attache une importance capitale à les recevoir, à les parler, pour leur expliquer comment ça se passe, le programme. Et c'est là où ils commencent vraiment à avoir confiance à l'organisation. D'ailleurs, ils laissent les candidates, leurs filles, pendant 21 jours au stage fermé, aucun contact avec les parents, sauf 10 minutes de communication par jour. Très bien. Donc je dirais que les parents, ce sont eux les plus difficiles à convaincre. Ben voilà, mais vous avez réussi à convaincre en tout cas les parents de toutes ces candidates qui ont brillé sur le podium par la suite, j'imagine. Et donc, qu'est-ce que vous leur avez appris pendant ces 21 jours? Ben, le programme, on va dire qu'il était très chargé. C'est vrai qu'elles ne se reposaient pas, d'ailleurs, elles peuvent en témoigner. Allez, on va leur poser la question. Vous dormiez combien d'heures par jour? Ça dépendait en fait, mais c'était toute la journée assez intense. C'était très avec intense. Des talons d'ailleurs. Avec quoi? Les talons Oui, d'entraînement. c'est surtout ça qui devait être difficile. Comment être perché comme ça sur ces échasses sans tomber, sans avoir d'hésitation. Et le dos droit, et le sourire, c'est pas évident. File indienne. File indienne aussi. Pouvoir composer avec les autres, c'est vrai, parce qu'il y a une chorégraphie quand même, parce que c'est une petite mise en scène quand même sur le... Non, déjà en fait, dès le premier jour, on leur apprend à, on va dire, à donner une belle image. Parce qu'on ne connaît pas déjà qui est Miss Algérie. Donc il y avait 16 candidats, donc les personnes les voyaient au restaurant, les voyaient à l'hôtel, les voyaient à l'extérieur. Donc il fallait qu'elles gardent une image exemplaire. Donc c'est pour ça qu'elle a dit une file indienne. Donc c'est chacune qui suit l'autre, avec le sourire, avec le dos droit. Il y avait aussi des cours qu'on donnait par rapport à la communication, par rapport à la confiance en soi. C'était une prof que je salue d'ailleurs. Elle est excellente. Amina Zitouni. Et c'était un peu leur maman. C'était votre coach. Comment elle s'appelle? Madame Amina Zitouni, qui avait aussi un rôle de psychologue aussi. C'était tout, c'était un tout. Un vrai coach. Génial, oui. Et puis en plus femme, donc très proche un petit peu de la sensibilité de toutes les jeunes filles. J'imagine que c'est une petite maman que vous avez eue. Voilà, exactement. C'est excellent. Qu'est-ce que vous gardez, votre meilleur souvenir de cette participation? أجمل حاجة يعني راح تتذكريها يعني بعد هذه المشاركة، وش هي يعني البرنامج اللي مسطر لك هذا العام؟ يعني راح تعملي حاجة en faveur peut-être d'une association, peut-être je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, Khadija? هي مشروعات ان شاء الله هاي كاينه، مي هو الحاجه الوحيده اللي حنقولها هي نحب نعاون اللي يكون موهوب، اللي عندهم مواهب، نحب ان شاء الله نعاونهم ونكون. دونك جيماجين لو كان يديروا المسابقه تاع الحان وشباب هذا العام راح تكوني من الاوائل يعني اللي يجيو يساندوا هاد الرجال. Parlons de Alhan Wachadab, désolé je vous coupe, on avait une des candidates, Baraka. Elle a un talent, elle chante, mais d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. J'imagine qu'elle faisait l'ambiance un petit peu en coulisses. Oui, avec la guitare aussi. Avec une guitare, on la salue également, on salue toutes les jeunes filles qui ont pris part à ce concours. Et puis également, on va reposer la même question à Baya Tarlit. Quelles sont vos perspectives à venir pour 2019? Et puis, quel est le meilleur moment que vous avez vécu? Alors moi, de ce que j'ai gardé comme bonne image par rapport à l'expérience, c'était la relation avec les filles. Donc pour moi, le fait de m'être éloignée de mes parents, c'était quelque chose de nouveau. Et aussi, les coachs, ils avaient un rôle très important, donc je tiens à les remercier. Et pour le futur, Inch'Allah,
j'aimerais aider les enfants qui vont se soigner à l'étranger, parce que je réside voilà, en France et être dans des projets caritatifs, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, merci à toutes les deux de nous avoir fait le plaisir de partager ce petit moment. On était vraiment pressés de vous présenter au public gentil, de Canal Algérie, merci. Donc Khadija Benhamou. Et puis bienvenue aussi encore une fois à Beya Taglit. Merci. Vous êtes première dauphine au concours. Donc, et puis merci à celui qui était derrière ce concours, donc Hamdet Faisal, organisateur de Miss Algérie 2019 et détenteur des droits. Donc je vous souhaite le meilleur en 2019 et puis on vous attendra l'année prochaine. Avec le plus grand plaisir. Le concours revient en 2020. En 2020, donc on attendra donc les prochaines candidates. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette programmation, donc signée Amel Almi ce matin. Et puis à l'orchestration en régie, il y avait aujourd'hui donc notre cher Wafa Larouati et puis donc toute l'équipe du Studio 7 qui nous a accompagnés ce matin. Passez une excellente journée, ainsi que les téléspectateurs qui nous sont fidèles. Restez avec nous donc pour le meilleur de l'actualité dès demain à partir de 8h jusqu'à 9h30. Et d'ici là, passez un excellent jour avec les programmes de Canal Algérie, pourquoi pas.